Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, je suis délégué général de France Innovation et puis je suis également point de contact national de l'EIC Accelerator, ce qui m'amène aujourd'hui à allumer ma webcam, contrairement d'habitude, je suis plutôt en voix off. Je suis accompagné de Gorka que je vais laisser se présenter de suite. Bonjour, Gorka Gorazureta, donc je m'occupe de la coordination du PCNEIC Accélérateur au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On aura l'occasion de présenter l'intégralité de l'équipe PCN puisqu'on n'est pas que deux, on est plusieurs à la manœuvre pour accompagner les entreprises françaises sur ce dispositif qui est lié à l'Horizon Europe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que le webinaire est enregistré, ce qui veut dire qu'au cours de la journée, vous allez recevoir un email avec le lien vers le replay ainsi que le lien vers le support de présentation. Support de présentation qui est finalisé puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été l'exercice a imposé de décaler la date puisque la publication du programme de travail EIC Accelerator 2024 et EIC dans son ensemble était hier. Alors, je vais en profiter pour couper ma webcam. Voilà, donc, on va parler d'Horizon Europe, bien entendu, et puis plus précisément de EIC Accelerator, mais l'idée était quand même de replacer l'EIC Accelerator dans un contexte qui est le contexte du programme Horizon Europe. Horizon Europe, c'est un programme communautaire qui soutient la recherche, le développement technologique et l'innovation. On est sur une programmation 2021-2027, c'est plus de 95 milliards d'euros aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, sur la période de programmation, vous le voyez à l'écran, c'est constitué de différents piliers. Le Conseil européen de l'innovation, qu'on traduit l'European Innovation Council, se trouve dans le pilier 3. L'EIC Accelerator, qui fait l'objet de la présentation du jour, se retrouve donc dans le bloc Conseil européen de l'innovation, dans le pilier 3. Ce dispositif-là, on va le présenter, il est clairement individualisé, c'est un dispositif monobénéficiaire. Néanmoins, si vous êtes dans une optique de collaboration, sachez que aussi bien dans le pilier 3 que dans le pilier 2, plus particulièrement, il existe des projets collaboratifs thématiques. Nous avons des confrères, points de contact nationaux sur ces différents pôles, ce qu'on appelle les clusters, santé, culture, etc. Et eux aussi ont la vocation à animer l'écosystème sur ces différentes thématiques. Et donc là aussi, c'est des dispositifs qui peuvent particulièrement vous intéresser. Je l'évoquais, donc 95 milliards d'euros. Le pilier 1, c'est sciences d'excellence. Pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle. C'est là où on va retrouver du projet collaboratif et d'ailleurs la majorité du financement Horizon Europe est sur le pilier 2. Le pilier 3, Horizon Europe innovante, et soutenir les innovations de rupture. Alors il y a des passerelles entre les deux, bien entendu. On peut très bien trouver un projet qui peut être financé dans le pilier 3 et financé dans le pilier 2 en termes de thématique, mais on ne peut pas être financé sur la même chose. Pilier transversal, renforcer le potentiel global européen pour la recherche et l'innovation. Alors le Conseil européen de l'innovation, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée de ce Conseil européen de l'innovation, alors vous voyez à l'écran une notion de continuum. Point très important, on peut très bien candidater à l'EIC Accelerator sans avoir été lauréat de Pathfinder ou de transition. C'est présenté un peu comme un continuum, une suite logique. Oui, il y a une suite logique intellectuellement parlant. En revanche, en termes de candidature, vous pouvez encore une fois candidater librement à l'EIC Accelerator sans avoir été lauréat de Pathfinder ou de transition. L'EIC Pathfinder, on va en toucher deux mots, tout comme transition. Donc, vous voyez sur la technologie plus amont, avec des niveaux de maturité technologique qui vont de 1 à 4, et l'EIC à transition. Dès lors que j'ai été lauréat à l'EIC Pathfinder ou d'autres programmes européens, je peux candidater à l'EIC Transition. On est sur des TRL de 4 à 5, 6. Dans les deux cas, tout comme d'ailleurs l'EIC Accelerator, il y a des appels dits open, c'est totalement bottom-up, il n'y a pas de question de thématique, je ne peux pas être hors sujet en tout cas, je peux être en dehors du périmètre attendu, mais en tout cas je ne suis pas hors sujet, et challenge, où là on le voit bien, ce sont des enjeux thématiques qui sont présentés. Pathfinder transition, on peut être en format consortium ou monodéposant, tandis que l'EIC Accelerator, c'est uniquement monodéposant. Les organisations dans Pathfinder et transition, organismes de recherche, universités, PME, grands groupes. L'EIC Accelerator, vous le voyez, c'est très orienté start-up, PME, deep tech, voire ETI avec une taille inférieure à 500 employés. On verra ce qu'il en est en termes de distinction. Sur le financement, EIC Pathfinder Transition, c'est que la subvention à hauteur de 70% de l'assiette des dépenses, tandis que l'EIC Accelerator, ça peut être de la subvention et de l'investissement, et uniquement de l'investissement sous certaines conditions. Pardon. L'EIC Accelerator est clairement bâti autour de cette notion de blended, un mix entre la subvention et de l'investissement, donc l'intervention capitale au travers d'un fonds dédié qui s'appelle le fonds IAIC, ça ne s'invente pas. Les montants sont à l'écran, là aussi, 2,5 millions d'euros côté subvention EIC Accelerator et jusqu'à 15 millions d'euros en investissement.
Comme dit précédemment, le IC Accelerator est orienté monodéposant. Dans le programme de travail est indiquée la notion de personne physique, une notion qui était là déjà sur les programmes de travail précédents. Néanmoins, à ma connaissance et à notre connaissance, on ne voit pas du tout de personne physique quand il y a le IC Accelerator, parce que typiquement, le niveau de maturité technologique qui doit être atteint pour candidater à l'EIC Accelerator, à savoir le TRL 5 à minima, il y a peu de chances qu'une personne physique arrive avec, en tant que personne physique, arrive avec un projet Deep Tech à TRL 5. Donc en général, une structure juridique a été créée, on appelle ça une start-up, ou des sociétés un peu plus matures, on appelait PME. ETI de moins de 500 salariés, c'est totalement possible avec une modalité de financement un peu particulière et la démonstration que vous n'avez pas eu la capacité à être financé par un soutien bancaire classique. Le mot Deep Tech est arrivé plusieurs fois dans mes propos, puisqu'ils sont écrits noir sur blanc dans le programme de travail. Donc, en règle générale, les faisceaux d'indices pour déterminer cette notion de Deep Tech, c'est qu'il y a des liens très forts ou que la technologie est issue de la recherche académique, voire recherche privée dans certains cas. Il y a la vocation à disrupter, en tout cas à fortement déstabiliser le marché en place ou à créer de nouveaux marchés. Et puis, il y a également un besoin très important, c'est-à-dire qu'il y a une très forte intensité capitalistique sur ce type de projet. Et donc, il y a nécessité d'avoir un financement et qu'en règle générale, ce qu'il existe dans l'écosystème du financement privé n'est pas suffisant et donc il y a besoin d'un coup de pouce sur le financement public. Les projets sont en général des projets stratégiques pour entreprises. Traditionnellement, et le cas le plus simple et qu'on voit le plus régulièrement, c'est un projet où il y a une solution qui est en cours de développement et cette solution-là, c'est la solution phare de l'entreprise. L'entreprise en général est née pour porter cette solution. Ça peut prendre la forme d'un produit, d'un procédé ou d'un service, peu importe. Donc TRL 5 à minima. Et puis, il y a toute notion de sécurité économique qu'on verra dans un slide très vite. Il y a des appels, donc les appels à projets, tout comme Pathfinder et Transition, pour l'accélérateur, il y a des appels à projets Open et il y a des appels à projets Challenge. Open, je ne pose pas trop de questions puisque je ne peux pas être considéré comme hors sujet. Et il y a des appels à projets Challenge qui sont décrits à l'écran. Je ne vais pas forcément tous les lister, mais on le voit, ces appels à projets Challenge varient d'une année sur l'autre. Hein. Ces appels à projets, c'est pour ça qu'on a indiqué en gros nouveauté. Ces appels à projets Challenge n'existaient pas sous cette forme-là. En tout cas, ce n'étaient pas les mêmes thématiques ou pas tout à fait les mêmes thématiques sur la programmation précédente. Bien entendu, si vous avez un projet qui s'inscrit parfaitement dans la description de ce challenge, on vous invite à candidater un challenge. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, le point de contact national, EIC Accelerator, on va présenter l'équipe un peu plus tard, est là pour répondre à ces différentes interrogations sur est-ce qu'a priori je suis challenge ou pas challenge. Lorsqu'il y a des doutes, bien entendu, je ne suis pas totalement dans la case parfaite d'un challenge, rien ne vous empêche de candidater sur l'open. Les budgets qui apparaissent à l'écran sont des budgets à titre indicatif, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une sous-consommation budgétaire sur des challenges qui soient ensuite rapatriés sur l'open. C'est ce qui arrive assez régulièrement, c'est ce qu'on a vu sur les appels à projets précédents. Sécurité économique, là aussi c'est une nouveauté. Alors c'est pas une nouveauté intellectuellement parlant, mais en tout cas là c'est clairement indiqué noir sur blanc. Il peut y avoir une remise en cause de l'éligibilité, notamment sur des entreprises détenues directement ou indirectement par des pays tiers non associés à l'Union ou des organisations établies dans un pays tiers non associé. C'est particulièrement vrai sur des challenges qui sont indiqués, donc des challenges spécifiques, ou des projets qui auront répondu à l'appel à projet Open, mais qui sont en lien avec les deux challenges qui sont listés. Donc là, dans ce cas présent, très clairement, c'est indiqué, il faudra fournir l'Ownership Control Declaration, c'est à fournir. Par ailleurs, là aussi, sur les lauréats IA, quantique, semi-conducteurs et biotech, il y a une notion de garantie de sécurité économique sur le volet investissement. Et là aussi, sur la propriété intellectuelle et le transfert de propriété, dès lors qu'il y a un transfert qui est envisagé vers un pays tiers non associé, il faut impérativement notifier l'IIC de ce transfert. Alors, sur cette slide, à nouveau, il est indiqué de nouveauté. Tout n'est pas nouveauté, bien entendu, puisqu'on parle bien d'accélération toujours du déploiement d'innovation de rupture, avec un time to market qui paraît assez crucial et en tout cas qui est défendu comme tel dans le dossier qui est présenté. Je l'ai dit précédemment, des besoins financiers très importants et en règle générale risqués, ce qui veut dire que les investisseurs en solo
type gros business angel ou déjà VC ont du mal à y aller en seul. Il y a l'idée de financer les dernières étapes du développement. Donc, on a indiqué TRL 5 à minima, c'est-à-dire que quand vous candidatez, à minima, il faut que le TRL 5 ait été atteint. Ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement être uniquement qu'à TRL 5, qu'on soit bien clair là-dessus. Vous pouvez très bien candidater en étant TRL 6 ou TRL 7. Le volet subvention va couvrir jusqu'au TRL 8. C'est-à-dire que si vous dépassez le TRL 8, le volet subvention ne peut plus intervenir. À TRL 9, ce n'est plus la subvention qui va couvrir ce type de dépenses. En revanche, le volet investissement, intervention capitale, peut bien entendu vous aider à financer, à cofinancer ce qui n'est pas financé par la subvention. Je m'explique. La subvention, elle est capée jusqu'à 2,5 millions d'euros et peut couvrir jusqu'à 70% des dépenses éligibles. Si jamais vous n'avez pas le financement ou le cofinancement ou l'autofinancement de 30%, l'equity peut servir à cofinancer, c'est bien entendu, ces activités-là. En règle générale, on est sur des projets d'une durée de 24 mois. Dans certains cas, notamment dans le domaine de la santé, plus particulièrement de la pharma, mais pas que, on peut très bien justifier un projet qui sera plus long. On a déjà vu des projets de 36 mois. Le financement du scale-up, donc TRL 9, l'investissement peut aller jusqu'à 15 millions d'euros, pardon, et il y a une latitude, vous pourrez voir ça dans le programme de travail là aussi, une souplesse de 2 millions d'euros qui est laissée à la discrétion, entre guillemets, du fonds EIC. Point très important, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. L'IACI n'a pas vocation à investir seul. C'est-à-dire que si vous recherchez, admettons, 15 millions d'euros, ça ne sert à rien de demander 15 millions d'euros à l'IACI, puisque de toute manière, ils ne mettront pas tout seuls les 15 millions d'euros. Donc ça, c'est un point important, et n'a pas vocation à investir seul. Et de notre compréhension, même s'il peut y avoir des choses encore en discussion, c'est d'être un nouvel investisseur qui doit intervenir sur le tour de table aux côtés du fonds EIC ou d'autres types d'investisseurs. Point essentiel. Et au-delà de cette notion de financement, qui est loin d'être anodine, puisque vous n'avez pas du tout l'équivalent au niveau régional ou national sur ce type de financement, vous avez les Business Acceleration Services, c'est-à-dire il y a de l'accompagnement en levée de fonds, il y a de l'accompagnement sur la propriété intellectuelle, derrière le etc. On pourrait également indiquer l'accompagnement sur la mise en relation et des grands donneurs d'ordre. Donc tout ça fait partie un peu du package. Il y a du financement, mais il y a également de l'accompagnement une fois qu'on est lauréat. Là aussi, nouveauté, alors qui est pour certains du fine-tuning, on peut utiliser le terme qu'on veut, il y a de l'ajustement en tout cas. Je l'évoquais précédemment, vous pouvez avoir du grand only, c'est-à-dire uniquement de la subvention. Bien entendu, et ça c'est un point important, c'est pas parce que vous demandez que de la subvention qu'on va pas vous demander une projection au-delà financière, au-delà de la subvention. Et bien entendu, là aussi, parce que vous demandez subvention uniquement, ça ne vous dédouane pas du tout de présenter votre trajectoire et votre vision à long terme. Et là aussi, il faut être capable de démontrer que vous aurez a priori la capacité nécessaire pour trouver les financements après le volet qui est financé par la partie subvention. Les ETI de moins de 500 personnes sont exclus, ainsi que des sociétés qui ont déjà été financées par le EIC Accelerator dans sa version pilote. Vous pouvez candidater sur du blended ou de l'equity only, si c'est votre cas, mais pas sur grand only. En 2023, il y a une distinction entre Grant First et Blended. Grant First, je demandais la subvention en premier, ce qui veut dire qu'à l'atteinte d'un certain jalon, j'avais l'ouverture, la discussion et la due diligence sur la partie equity. Et vous aviez également Blended. Là, il y a une fusion des deux, Grant First et Blended. Ce qui est prévu de se passer, vous avez la due diligence qui va évaluer la maturité de la société et du projet. Si la maturité est confirmée, en règle générale, on est sur du blended, c'est-à-dire qu'il y aura l'equity les discussions d'equity vont commencer très vite. Si en revanche la maturité n'est pas forcément confirmée et qu'il y a plutôt intérêt à attendre l'atteinte d'un certain jalon ou la maturité globalement de l'entreprise ou du projet, c'est plutôt une notion de grant first qui va être mise en place. L'equity only, donc c'est uniquement d'intervention capitale, donc pas de subvention, c'est réservé aux sociétés déjà financées par l'IAIC ou à sa version pilote. Et comme je dis précédemment, ces projets-là peuvent très bien candidater en blended. C'est pas parce que vous avez déjà été financé par l'IAIC, pilote ou pas pilote, que vous devez impérativement candidater equity only. Vous pouvez faire blended comme equity only. Par contre, si vous n'avez jamais été financé précédemment, vous ne pouvez pas candidater en equity only.
La nouveauté aussi, en termes de financement, en tout cas pour ceux qui ont déjà été rodés à l'exercice de l'EIC Accelerator, les budgets étaient montés selon une notion de coût réel. Là, il y a une distinction qui doit être faite, une modification assez profonde, même si ça ne change absolument rien sur le montage même budgétaire. Par contre, c'est une incidence sur la vie même du projet. C'est le principe des lump sum. Le principe des lump sum, c'est un remboursement sur une base forfaitaire. Cette base forfaitaire, bien entendu, est établie sur la base d'une préparation de votre budget basée sur des coûts réels. Je dois faire telle tâche, c'est avec quelle personne, ça va me coûter combien, quel sous-traitant, etc. Donc ça, on est toujours dans la vraie vie. En revanche, à un moment donné, il va y avoir en gros un work package ou une tâche qui va coûter par exemple 100. Vous l'avez calculé comme ça, mais ce 100 devient forfaitaire. Ce qui veut dire que l'évaluation même de ces dépenses ne sera pas sur est-ce que vous avez réellement dépensé 100, c'est est-ce que vous avez réellement prévu les tâches, est-ce que vous avez réellement fait les activités qui étaient prévues avec 100. Je formule différemment. Vous avez prévu dépenser 100. Admettons que vous avez dépensé 110, ça ne change rien puisque votre financement est capé à 100. Admettons que vous avez dépensé 90, eh bien, je vais dire tant mieux pour vous, dès lors que vous êtes capable de justifier que les travaux ont été réellement réalisés. Donc ça, c'est déterminé lors du montage et fixé dans le contrat de subvention, donc le grant agreement. Vous n'avez aucune déclaration de coût de contrôle. En revanche, vous devez impérativement justifier les travaux réalisés, ce qui était le cas là aussi pour les coûts réels. Là où c'est une incidence majeure, c'est sur le découpage même des work packages de votre projet et des tâches, puisque le paiement, l'intégralité du paiement des work packages est lié à la clôture, donc à l'exécution de ce work package. Donc, idéalement, vous avez intérêt à découper vos work packages pour faire en telle sorte que vous avez tel work package qui arrive au moment où vous devez fournir votre rapport d'avancement. Votre work package va être déclaré comme clôturé et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité du financement lié à ce work package. Donc, c'est juste une mécanique un peu différente, mais ça ne change rien sur la construction même de votre budget puisque vous allez partir de concrètement qu'est-ce que vous allez faire et combien ça va vous coûter. Le volet justification est un peu différent. Il est allégé, mais ça a une incidence là aussi sur le découpage des work packages. Ce qui veut dire que les annexes financières que vous avez connues vont être amenées à évoluer de toute évidence. Et je laisse la parole à Gorka pour l'intégralité du processus. Je prends la suite. Donc là, pas de changement majeur dans le sens, toujours 3 grandes étapes, short proposal, full proposal, interview. La short proposal, 2 points importants à noter. Actuellement, vous candidatez sur une plateforme. Ça va changer, donc on va en parler sur la slide suivante, on va rentrer dans le détail. Et l'autre point important à noter sur la short proposal, c'est le passage à 3 go sur 4 pour passer. Ce sera effectif début janvier. Donc pour le moment, on est toujours à 2 go sur 4, mais la sélection va se durcir sur la short proposal. Ensuite, la full proposal. On a les dates. Donc 13 mars, 3 octobre. Donc oui, ça va arriver assez rapidement le 13 mars. Si vous comptez candidater, il n'y a pas de temps à perdre pour y aller. Le dossier à constituer ou les 50 pages constituer une indication. Il semble des informations que nous avons eues hier par l'EIC, ce qui est marqué dans la foire aux questions, ce serait plus une longueur indicative mais maximum. Donc attention sur les personnes qui sont en train actuellement de constituer leur dossier de candidature pour le mois de mars. Il va falloir cibler vraiment les 50 pages. Quelques petites nouveautés sur la full proposal à noter. Donc la vidéo, il sera possible de remettre une vidéo de 3 minutes. Ça, on va expliquer pourquoi un peu plus loin. Jérôme vous parlait de l'introduction du lump sum, ça impacte les annexes financières qu'il y avait à fournir. Donc, c'était un Financial Information qui a été remplacé par 2 nouveaux documents. Et pour les sociétés qui sont dans le cas des challenges avec les mesures de sécurité économique, il y aura un document complémentaire à fournir. Tous ces éléments-là, je pense que l'EIC va nous fournir des templates. Pour l'instant, on n'a pas encore les documents. Le call doit ouvrir aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils vont mettre les templates aujourd'hui ou est-ce qu'ils les mettront un peu plus tard? Je ne sais pas, mais des petites choses à arriver. Sur cette full proposal également, l'évaluation va changer. Donc, avant, c'était vraiment l'étape la plus difficile à passer du fait de la nécessité d'avoir un 9 sur 9 avec les 3 évaluateurs, 3 critères, il fallait un sans faute. Cette année,
il est introduit l'idée de faire des consensus meetings, sous réserve que 2 évaluateurs fassent une évaluation, on va dire, dithyrambique du projet avec un 3/3 et que le 3e évaluateur mette entre 1 et 3 no-go. Dans ce cas, consensus entre les 3 évaluateurs pour comprendre pourquoi on a des choses qui diffèrent autant. Donc ça, c'est un point important à noter qui devrait presque compenser le côté la short, on durcit la sélection, mais la full, c'est pas qu'on va l'amoindrir, mais on ouvre la voie des possibilités de réévaluation des dossiers. À bien garder en tête, une full proposal, ça s'anticipe. C'est plusieurs mois de travail. On compte facilement 2-3 mois de travail pour monter un dossier. Donc voilà, c'est ce que je disais. Si vous comptez candidater, vu les délais d'évaluation sur les shorts ou quoi, il n'y a pas de temps à perdre pour candidater en full proposal. Et il y a des documents qui sont cruciaux pour un dossier de bonne qualité. C'est le FTO, Freedom to Operate. Donc, un document fait par les cabinets de propriété intellectuelle dans la mesure du possible. Ça peut prendre du temps à faire. Donc, anticiper cette étape-là si vous en avez besoin. C'est un peu dépendant des secteurs. Mais si votre secteur est un secteur où il y a beaucoup de brevets, où ça repose beaucoup la protection sur les brevets, anticipez ça. Et les lettres d'intérêt, donc il y a les lettres d'intérêt d'investisseurs, de clients, de fournisseurs clés, on va dire, co-développeurs technologiques. Pareil, ça s'anticipe à avoir bien en avance. On ne demande pas ça 3 jours avant son dépôt. Donc, faites attention. La dernière étape de sélection, donc c'est si vous passez la full proposal, sous 6 semaines, vous recevez le résultat. On vous notifie, vous êtes convoqué aux oraux ou pas. Donc là, on nous a indiqué des dates hier, 10 au 21 mai 2024, 13 au 24 janvier 2025. Ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais ça vous donne une idée des prochaines échéances. Et le IC tend à vouloir refaire les oraux à Bruxelles. Donc, ce n'est pas encore confirmé là encore, mais l'option avait été supprimée du Work Programme l'an dernier. Elle a été réintroduite et les échos qu'on a pu avoir lors du webinaire dédié au PCN d'hier insistaient sur le fait, voilà, c'est vraiment dans les tuyaux. Donc, les oraux, c'est 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses, le tout en anglais, avec le pitch deck de l'étape précédente. Donc, vous ne pouvez pas le changer. Il faut vraiment aussi anticiper cette étape-là parce que votre pitch deck doit être un peu à double usage. Il doit être autoportant pour une présentation papier que les évaluateurs de la foule l'aient en main et qu'il soit compréhensible, tout en étant utilisable pour une session pitch. Et donc, vous pitchez votre projet. Sous 2-3 semaines, vous pitchez devant 5 évaluateurs. Il peut y avoir des gens de l'EIB également qui sont présents, des EIC Programme Managers. Et sous 2-3 semaines, vous obtenez le résultat. Go, no go, vous êtes lauréat ou pas. Slide suivante. Donc, ce que je vous disais sur la short proposal, c'est là qu'il y a des changements qui sont assez importants à noter. Donc, on candidatait actuellement sur MyAIC. Donc, vous avez le lien sur cette slide. Si vous avez souhaité candidater, vous pouvez passer par là. Toutes les candidatures, c'est valable cette plateforme jusqu'au 31 décembre. Les candidatures qui seront faites jusqu'au 31 décembre sont évaluées selon les critères et la grille, le Work Programme 2023, avec donc 2 sur 4 pour passer. Par contre, ce ne sera plus le cas en 2024. Et si vous candidatez, on va en parler un peu après, ils vont remettre à zéro les compteurs. Donc en fait, toute candidature qui serait faite d'ici le 31 décembre, même si vous prenez un no-go, ça n'aura pas d'impact pour la suite pour vous. Et donc, ce qui va se passer pour l'an prochain, ils vont rapatrier les candidatures de la plateforme MyAIC au Funding and Tenders, donc la plateforme classique de la Commission européenne où se passent déjà les dépôts en full proposal. Donc, vous aurez un seul continuum sur le Funding and Tenders. Le Funding and Tenders, pour ceux qui le connaissent, c'est une plateforme sur laquelle on met des dossiers déjà constitués, des fichiers. Donc, vous allez en revoir la plateforme avec les 7 questions et ce sera un dossier de 12 pages à faire avec un template qui sera fourni. Normalement, il y aura des évolutions par rapport à ce qui est demandé actuellement, ça devrait être mineur. De ce que nous disait le IC hier, ce sera a priori plutôt l'ordre des questions qui changerait, mais fondamentalement, il y aurait rien de majeur. On attend de voir, on n'a pas eu accès au template. Donc, évaluation, le délai rallongé 6 semaines et surtout à noter le 3 go sur 4 pour passer en étape suivante. Petit point de vigilance, le Funding and Tenders, pour ceux qui l'utilisent aussi, on a l'habitude de déposer les dossiers
en sécurité. Quelques jours avant un cut-off, on dit bon, ben, on a déjà cette version bien avancée, on la dépose, comme ça, si on a un souci le jour J, on aura déjà on aura un dossier sécurisé. Là, si vous refaites ça, vu que c'est du continuellement ouvert, la short proposal, peut-être vous retrouvez à avoir lancé votre candidature dans les tuyaux de l'EIC et vous ne pouvez plus la retirer. Donc, il faudra contacter le support. Donc, vigilance pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le Founding and Tenders. Vous pourriez vous retrouver avec des candidatures entre guillemets accidentelles. Voilà. Slide suivante. Donc, ensuite, en termes d'évaluation. Donc, le IC a un petit peu clarifié ce à quoi ont accès les évaluateurs. Ça n'a jamais été très clair même pour nous. Un évaluateur full, qu'est-ce qu'il voyait? Un évaluateur oral, qu'est-ce qu'il voyait? Donc, maintenant, les évaluateurs n'auraient pas accès aux candidatures qui ont été faites sur des appels précédents et n'auraient pas accès aux évaluations des étapes précédentes, sauf les évaluateurs de full, plutôt de l'oral, qui ont accès à la full avec le rapport de la full. Mais sinon, en fait, ça va être chacun voit le dossier et simplement le dossier auquel il est évaluateur de l'étape. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec la short proposal, la vidéo de la short proposal. On vous invite à redéposer une vidéo en full. C'est parce que les évaluateurs full n'ayant plus accès à la short, ils n'auront plus accès à cette vidéo. Donc, vous pouvez mettre la même vidéo, vous pouvez en mettre une nouvelle tant qu'elle respecte les critères qui avaient été précédemment établis. De toute façon, nous, une pratique classique qu'on conseillait, c'était d'inclure un lien hypertexte dans le pitch deck qui permettait d'envoyer sur la vidéo qui était par exemple hébergée sur YouTube. Donc, ça ne change pas grand-chose pour ceux qui avaient l'habitude de faire ça. Et voilà. Full proposal, j'en ai parlé, le consensus meeting. Et ensuite, un autre changement important, donc lors de l'oral, les jurés pouvaient changer les modalités de financement. Donc, ils pouvaient considérer votre projet est trop risqué, on le passe de blended à grand first. Ou votre projet est tellement avancé qu'on considère que la partie pas assez risquée ou pas, vous avez mal calculé vos montants, ils pouvaient changer les montants que vous pouviez demander. Donc, désormais, le format de financement n'est plus modifiable et le montant d'investissement, ils vont pouvoir vous dire, voilà, on estime que c'est réaliste ou non, et ils rédigeront une note pour l'EIC Fund qui décidera in fine du montant qu'elle vous attribuera. Mais c'est plus eux en tant que tels qui peuvent changer. Ce que je vous disais donc sur les redépôts. Donc, les règles changeant, en effet, jusque-là, pour être bloqué en termes de candidature sur l'EIC, c'était 2 candidatures à une même étape où vous receviez un no-go. Vous ne pouviez plus candidater pendant 12 mois. C'était le cool-down. Cette règle, il va toujours y avoir un cool-down, mais c'est modifié. Donc, il va être actif à partir du moment où vous échouez 3 fois, quelle que soit l'étape à laquelle vous échouez. Donc, une entreprise qui échouerait 2 fois en short et ensuite 1 fois en full, elle se retrouve en cool-down. C'est plus du tout les mêmes règles qu'avant. Et en plus, ce cool-down va être allongé. Avant, c'était 12 mois. À partir du 1er janvier, ce sera jusqu'à 2027. Donc, c'est beaucoup plus dur que ce qui se passait avant. Donc, vu que les règles changent, ils effacent les compteurs. Donc, toutes les personnes qui ont déjà des no-go sur leur dossier, entre guillemets, ils repartent avec un casier vierge et ils pourront y aller. Après, un point de vigilance que on s'était fait la remarque entre nous, il y a on va dire des jeux d'interprétation qui peuvent être faits sur une note qui est dans le work package et dans le work programme, et vous avez aussi un élément dans la FAQ qui laisse penser qu'on peut recandidater avec un nouveau projet. En fait, l'EIC nous a bien insisté hier, c'est un cas exceptionnel. D'habitude, une startup, ils considèrent que c'est monoprojet. Il y a le projet cœur qui est là pour la société. Donc, in fine, 3 candidatures. En fait, le cooldown s'applique à un dossier, à un projet et pas à une société. Légalement, c'est comme ça. Dans les faits, ils considèrent que vu qu'une startup est monoprojet, 3 échecs égale c'est la startup qui est en cooldown. Il pourrait y avoir des cas exceptionnels où une société arrivera avec un projet qui est totalement différent et pourrait candidater de nouveau malgré le fait d'avoir échoué 3 fois par le passé. Attention, ils nous ont vraiment dit, voilà, c'est un cas exceptionnel. Ils considèrent que dans
plus de 99% des cas, ça ne s'appliquera pas. On ne sait pas encore comment ils vont s'y prendre pour évaluer que le projet est totalement différent. Même eux n'ont pas l'air d'être très au fait de comment ils vont mettre ça en œuvre. Mais voilà, n'imaginez pas avoir une porte ouverte via cette note de bas de page qui peut laisser planer un certain doute. Slide suivante. Donc ça, c'est les critères d'évaluation. Ils ont un petit peu évolué. Vous allez voir, il y a Excellence of the Company. Avant, c'était pas tout à fait la même formulation. Il y a le TRL qui est évalué dès la short proposal désormais. Mais je vous laisse regarder ça dans le détail. C'est pas des choses majeures, mais voilà, il y a des petits changements et on va pas. Enfin, il y a les grilles d'évaluation qui sont disponibles dans le work programme pour ceux que ça intéresse à regarder dans le détail. Slide suivante. Donc là, on rentre dans les résultats. Donc, juste avant de rentrer dans les chiffres, pour ceux qui ont candidaté au mois de novembre, les résultats devraient être communiqués, enfin les convocations aux oraux devraient être communiquées début janvier et les oraux vont prendre place entre fin janvier et début février. Juste petit rappel. Et sur les résultats en tant que tels, donc la France se classe première, on a 82 lauréats. On est suivi par l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais c'est voilà, la France qui est largement première. Aussi en termes de budget, on a 200 millions de plus, je crois, que les Néerlandais qui sont seconds en termes de budget global. Donc voilà, la France, les sociétés françaises ont une très bonne réussite sur le ISA accélérateur. Le taux de succès, on entend souvent dire des gens, oui, les taux de succès, c'est inférieur à 5%, etc. Là, vous le voyez, ce n'est pas du tout le cas. Alors oui, au niveau européen, c'est 7,6%, on n'est pas loin des fameux 5%. La France, on est à 13,3%. Au dernier cut-off, on était à plus de 17%, on était à quasi 18%. Les taux de succès, on les calcule entre la full et l'oral, puisque la short était avec 2 go vraiment très, très facile à passer. Les taux de succès étaient énormes et c'était vraiment des projets hors sujet ou qui avaient mal compris les règles, on va dire, qui se faisaient retoquer, donc qui n'avaient pas une vocation très sélective. Il faudra peut-être qu'on calcule différemment les taux de succès à partir de l'an prochain et un durcissement de la sélection en short. Un point important à noter également, c'est le ticket moyen pour les sociétés françaises qui est beaucoup plus important. Voilà, on est à plus de 7,6 millions d'euros, sachant qu'il est minoré du fait qu'on a des candidats en Grand First et les candidats en Grand First, ils n'ont pas leur montant d'investissement qui est acté. Et donc, ça réduit le ticket global. Mais voilà, vous voyez un 7,6 millions, donc en gros 2 millions de subventions et 6 millions d'investissements chez les lauréats. Et là, on vous a mis des liens pour aller voir le Data Hub avec tous les lauréats pour faire une idée des projets qui ont pu être soutenus et avec quelle modalité de financement. Donc là, on va passer rapidement en revue. On vous a mis les logos des 82 lauréats. Donc vous verrez les 3 premières slides, les 3 slides qui vont s'enchaîner. C'est des slides avec des lauréats plutôt dans la santé. C'est vraiment la majorité des lauréats français. Ça ne veut pas dire que les autres sujets n'ont pas leur chance à l'EISA accélérateur, mais il y a une forme de tropisme santé chez nos candidats et lauréats. Slide suivante, on est après sur de la green tech. Slide suivante, tu peux les faire défiler. Je laisserai tout le monde regarder dans le détail les différentes sociétés qui ont pu être soutenues par le ISA accélérateur. Donc maintenant, l'équipe du PCN ISA accélérateur. Donc on est 5. Je m'occupe de la coordination et je suis 100% au ministère. Les 4 autres personnes de l'équipe ont des doubles casquettes. Donc Jérôme ici présent, il est en fait ASRC France Innovation 60% du temps, 40% ministère. Carole Miranda, c'est l'ANRT 60% du temps et le reste du temps ministère. Et ensuite, on a 2 personnes qui sont chez BPI France, Christian Dubarry et Gilles Lecolguen. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des besoins, que vous n'avez pas trouvé les informations sur le site internet. Si vous rencontrez des difficultés dans le process de candidature, vous avez notre adresse mail, ou si vous avez des suggestions sur les ressources qu'on peut fournir pour les candidats ou les accompagnateurs et tout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc le site internet avec on est en train de produire différents guides, mais on va en reparler un peu après. LinkedIn, où on poste les actualités. Et enfin, on a une page Euroquity, mais ça aussi, on va en parler après sur les actions BPI France. Slide suivante. Donc, l'accompagnement qu'on vous propose. Donc, le ISA accélérateur, c'est quand même un dispositif qui est très particulier. Donc, avant de vous lancer, plutôt que foncer tête baissée, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on fasse un point avec vous sur un peu
le calibrage du projet. On a fait une page internet, une page sur notre site internet pour vous aider à mener cet exercice par vous-même. On vous invite à la consulter dans un premier temps. Si vous voyez tous les feux sont au vert, vous pouvez aller candidater et puis vous nous envoyez un petit message. Voilà, on est intéressé, on avait tout vérifié, on y fonce. Et si vous avez des doutes parce que voilà, vous êtes sur une situation un peu spécifique, vous n'hésitez pas à nous contacter. On peut faire un point avec vous pour vérifier tout ça avant de vous lancer et potentiellement perdre votre temps si jamais vous n'étiez pas pertinent. Ensuite, en termes d'accompagnement, donc on est, comme vous le voyez, 5, mais avec des personnes à temps partiel. Donc, on est 2,6 équivalents temps plein. On ne peut pas faire le travail de consultant à vous aider à monter les dossiers dans le détail. Mais on peut répondre à vos questions, on peut vous soutenir dans les problématiques qui peuvent se poser. Donc, là encore, ne pas hésiter à nous contacter. En termes de préparation, donc on ne fait pas d'atelier de relecture au niveau du PCN, on va dire par nous-mêmes. C'est on s'appuie sur les régions, enfin plus précisément les agences régionales d'innovation ou les CCI qui ont la casquette EN, Enterprise Europe Network, qui peuvent mettre en place des ateliers de relecture. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l'agence la plus active sur le sujet. Ils organisent pour les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes des ateliers de relecture short et full. On est gentiment en train de mettre ça en place du côté de la CCI Occitanie avec HDFID dans les Hauts-de-France. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas encore pleinement fonctionnelles dans toutes les régions, mais qui se mettent progressivement en place. Et après, par contre, un exercice que nous, on fait de manière autonome et on peut mobiliser les EN en support, c'est les oraux blancs. Donc là, on a amené à accompagner de très, très nombreux candidats aux oraux et de très, très nombreux lauréats in fine. Par exemple, sur la dernière session, on avait 22 sociétés qui étaient convoquées aux oraux. On a fait des oraux blancs pour 19 d'entre elles. Et on commence à vraiment être rodé sur l'exercice. Ça va faire plus d'1 an qu'on fait cela. On a dû voir des dizaines et des dizaines de lauréats, enfin de candidats et de lauréats là-dessus. Donc, concernant les lauréats, on essaye de suivre la situation puisque avec l'EIC, vous êtes lauréat, ce n'est pas forcément terminé. Il y a la partie, vous avez votre subvention, le contrat de subvention, il est facile à faire, on va dire. La partie investissement, il y a une due diligence. Et si vous la passez, cette étape de due diligence, vous rentrez dans des contacts avec l'EIC pour lever les fonds. Et il peut y avoir des petites problématiques qui se posent. Et donc, on essaie d'accompagner les lauréats du mieux possible. On n'a pas forcément toutes les informations, mais on est en train de constituer une forme de communauté des lauréats pour qu'ils puissent s'entraider sur ces sujets-là. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur notre site internet. Donc, on est en train de développer un certain nombre de ressources pour vous faciliter la vie. Donc, on a fait une première page sur l'éligibilité et la pertinence des projets. Certains d'entre vous ont déjà eu accès à une vidéo qu'on avait pu faire avec Jérôme il y a 1 an, une petite vidéo de 2 minutes 30 pour vérifier sa pertinence pour aller à l'EIC Accélérateur. On a fait quelque chose d'un peu plus exhaustif sur la page internet. On vous invite aussi à consulter les profils des lauréats français et européens. Donc, on a fait des pages internet où vous avez des filtres qui vous permettent de ne voir que les lauréats. Un guide pour la vidéo de la short proposal, parce qu'on a beaucoup de candidats qui se posent la question de à quoi ça ressemble une vidéo de short proposal. Donc, on a compilé des vidéos de lauréats qui ont été postées sur YouTube et qui sont accessibles à tous. Et on vous les a mis sur cette page-là, que vous puissiez vous faire une idée. Et on a aggloméré un petit peu le cahier des charges qui peut être assez disparate de l'EIC sur la vidéo, avec des éléments qui sont dans le work programme, dans le guide for applicants, etc. On a tout compilé là-dedans. Ça, vous avez tout sur une seule page. Les interviews de l'EIC, donc là, on a fait un petit guide, mais qui a vocation, là encore, à être complété au fur et à mesure. La boîte à outils, vous y retrouverez l'ensemble des ressources clés pour candidater, le work programme, la FAQ, les investment guidelines, le guide for applicants, plein de choses et des guides qui ont pu être faits par Access to ici, c'est le réseau des PCN européens, et une page avec des témoignages de lauréats français de l'EIC Accélérateur. On a en lien avec BPI, donc vous avez vu, on a deux PCN qui sont chez BPI France. On a créé une communauté sur Eurocoutil, donc c'est la plateforme de mise en relation investisseurs-entreprises de BPI France. On y poste de la même manière qu'on poste sur LinkedIn, les news, elles sont postées sur cette communauté, et vous pouvez trouver sur la communauté une liste non exhaustive de cabinets éligibles au Diag Europe de BPI France. Donc le Diag Europe de BPI France, on va en parler juste sur la slide suivante.
Donc, c'est un dispositif qui vous permet d'avoir une prise en charge des coûts d'accompagnement par des consultants, par BPI. Donc, vous avez là les informations sur ce dispositif, le taux de prise en charge, le montant global, l'adresse mail de la personne à contacter. Donc, il faut s'y prendre en avance. Enfin, il faut avoir passé la short proposal pour demander un diag. Et voilà, c'est pour monter une foule, il faut 2 mois. Donc voilà, ça se mobilise pas 3 jours avant de candidater en ayant déjà son cabinet. Ça a vocation à être incitatif pour aller chercher une aide de cabinet. Donc faites les choses dans l'ordre, contactez l'équipe BPI France pour en discuter si vous comptez le mobiliser et vous faire accompagner. Donc, slide suivante. Donc ça, c'est le process au global. Slide suivante. Et il existe des aides en fait assez similaires au niveau régional. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les 2 premiers, vous avez un lien vers la page internet où vous trouverez le détail de l'aide. Pour la région PACA, c'était en cours de remaniement ces derniers mois. Voilà, je n'ai pas les dernières informations, il faut que je me renseigne auprès d'eux pour savoir ce qu'il en est précisément. Mais voilà, sachez que dans ces 3 régions, il y a des aides. Peut-être que dans d'autres régions, il y a des aides. On n'a pas forcément une vision 100% complète de la situation, mais voilà les 3 aides qu'on connaît bien. Et là, une dernière série d'informations. Le Conseil européen de l'innovation, enfin le l'OIC, donc vous avez le lien du work programme et la FAQ. On les a postés sur LinkedIn, mais on vous les remet là. Et il y a 3 événements à venir. Donc il y a le webinaire comme on fait là, mais fait par l'OIC, qui aura lieu le 15 janvier sur l'ensemble de l'OIC, pas juste l'accélérateur. Le lendemain, vous aurez un focus sur les challenges. Donc pour les entreprises qui sont particulièrement intéressées par les challenges, c'est là que vous aurez les informations. Il y aura certainement les programmes managers pour rentrer dans le détail et expliquer ce qu'ils attendent derrière les challenges qui ont été créés. Et l'IIC Summit, donc c'est la grande messe avec tout l'écosystème qui se réunit. Ce sera à Bruxelles le 18 et le 19 mars. Voilà, donc on a fini la présentation. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Il nous reste un quart d'heure, et même on peut dépasser après-midi si vous en avez beaucoup. Merci. Alors effectivement, il y a des premières questions. Est-ce qu'avoir, c'est la notion, en lien avec la notion de sécurité économique qu'on a pu évoquer, est-ce qu'avoir des investisseurs étrangers pose problème? Pas nécessairement. Sécurité économique, en fait, il y a un focus qui est mis sur des thématiques particulières avec un peu des pays, on sait qu'ils vont poser problème. Mais après, on a vu une société qui a candidaté à l'EIC Accélérateur qui avait déjà son lead investor, qui était un fonds qatari, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas du Moyen-Orient. Ça n'a pas empêché l'EIC de le prendre en lauréat. Après, à voir, comme on a dit, il y a une étape derrière de due diligence, etc. Est-ce que la due diligence sera validée? Mais a priori, il n'y aurait pas de difficulté. J'ai vu en tête aussi un lauréat santé qui avait un fonds américain qui devait être le lead investor. Ça n'a pas posé de problème particulier. Je ne sais pas si toi, Jérôme, tu as des cas de problèmes qui se sont Non, et puis posés. après, il y a une différence aussi. Déjà, il y a un traitement qui se fait au cas par cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend aussi de la nature de l'investisseur. Est-ce que c'est un fonds VC ou est-ce que c'est un fonds souverain ou est-ce que c'est une entreprise? C'est pas la même typologie. Donc tout ça fait que le traitement au cas par cas peut mettre des warnings ou pas en mettre. Donc non, il n'y a pas de. Et d'ailleurs, certains. Et puis après, ça dépend des pays, bien entendu, dont on parle. Ça, c'est clair. Et les thématiques des projets. Et les Un thématiques projet en IA, en quantique, en semi-conducteur, vous aurez un focus. Il y a les 4 grandes priorités européennes. Donc là-dessus, vous serez regardé avec beaucoup plus de détails qu'un projet qui serait sur une plateforme d'aide aux médecins, de prise de décision. Peut-être ce ne sera pas la même grille de lecture qui sera appliquée sur la nature de l'investissement étranger. Oui, parce qu'on retombe assez rapidement sur la notion de souveraineté technologique et économique. Qu'en est-il pour une agritech qui développe une solution actuellement au TRL5 mais qui ne peut pas atteindre le TRL9 avant 8 ou 10 ans? Eh bien, ça fait partie de la vie. C'est comme dans le domaine, si on fait le parallèle avec la pharma, dès lors que ça se justifie pourquoi vous mettez 8-10 ans, la question se pose peu. Lorsqu'on parle de pharma, entre le TRL5 et le TRL9, c'est-à-dire la molécule est arrivée au moment où elle peut être commercialisée, c'est à peu près les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que, point de précision, vous démarrez à TRL5, ça ne veut pas dire que l'IIC Accelerator vous impose d'arriver à TRL8 à l'issue de la subvention. Vous pouvez commencer très bien à TRL5 et finir à TRL7
potentiellement après les 24 mois. Donc là-dessus, c'est pas qu'on clarifie notre discours. On peut démarrer à TRL5 comme on peut démarrer à 6 ou 7, mais vous n'apportez pas la garantie, ça se comprend facilement sur de la deep tech, qu'au bout de 24 mois, vous allez arriver à TRL8 et encore moins à TRL9. Alors, l'IAIC n'investit pas seul, mais en même temps propose un Business Acceleration Services. En clair, où doit-on en être avec les investisseurs? LOI signé, point d'interrogation. Eh bien, c'est bien hein, si vous avez un LOI signé, mais c'est honnêtement rarement le cas. Alors, c'est le cas parfait, hein, où en gros, vous avez le LOI qui signe, mais en règle générale, il ne signe pas ce type de courrier en disant « je suis prêt à investir » dès lors que le fonds IAIC intervient. Non, ça arrive rarement comme ça, mais ça serait le scénario idéal. Non, c'est-à-dire qu'il y a déjà des touches, idéalement, ou en tout cas, vous avez démontré que vous êtes en train de faire l'exercice d'être en mise en relation. Et bien entendu, il y a du temps qui doit être laissé entre le moment où vous candidatez et puis le moment où vous aurez l'investisseur identifié. Bien entendu, mais en revanche, le fonds ISI n'interviendra financièrement parlant, je parle de la partie equity, je parle pas de la partie grant, uniquement s'il y a le lead investor identifié hein, et avec la LOI, etc. Donc sinon, ça ne marchera pas. Juste là sur ces histoires d'investissement, enfin, l'EIC n'a pas vocation à être le premier guichet de financement qu'on vient voir. C'est une aide qui vient de débloquer une situation. Donc en fait, il est attendu que vous ayez déjà des contacts avec des investisseurs. C'est dans la grille d'évaluation. Et si vous arrivez presque, c'est bonjour, premier guichet, c'est vous que je viens voir et je vous demande de l'aide. Mais il dira, bah, commencez déjà à aller faire le tour des investisseurs et peut-être que vous allez vous prendre que des portes qui claquent. Mais voilà, montrer que vous avez eu ces premières tentatives avant de venir nous voir. Très bien. Et je rajoute un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui a peut-être devancé des questions qui pourraient arriver et qui sont en lien avec ce qu'on est en train de traiter. La majorité des lauréats français, on n'a pas fait le même exercice sur les lauréats non français, mais la majorité des lauréats français sont des sociétés qui avaient déjà fait des levées de fonds, plus ou moins importantes, parce qu'on le voit bien, c'est très hétérogène entre la société qui a fait une levée à 800 000 et puis une société qui en a fait à 80, parce qu'on a connu ça. Mais en règle générale, ce sont des sociétés qui ont réussi à se séduire à minima au moins une fois sur un tour de table, soit du pré-seed, soit même de la pré-série A, voire de la série A tout court. Pour être sûr, les ETI de 500 personnes sont exclus du Grant Only. Donc, une startup ne peut candidater en Grant Only. Alors, je vais peut-être clarifier ce que j'ai pu dire, qui était peut-être maladroit dans la formulation. Une ETI de moins de 500 salariés ne peut pas candidater sur Grant Only. Ça, c'est le point. Mais ça n'empêche absolument pas à une PME de candidater, PME, donc j'englobe de fait une startup, de candidater sur Grant Only. C'est un schéma de financement qui est proposé, tout simplement. Est-ce qu'il y a un préfinancement au démarrage pour le projet associé au financement sous forme de lump sum? Oui, c'est une bonne question puisque en fait, le lump sum ne change absolument rien de l'approche en matière de préfinancement. Le préfinancement équivaut à peu près à 50% du financement, 50% moins une garantie, donc ça fait un peu moins de 50%. Mais néanmoins, lump sum ou pas lump sum, il y a un préfinancement et ça reste tel quel, pas de changement sur le sujet. Avec le nouveau système de resoumission, si une société a essuyé 2 refus en step 2 en 2023, peut-elle tout de même resoumettre en 2024? Remise à zéro des compteurs. Alors là, moi, j'ai pas une compréhension très claire de leur FAQ parce qu'il est marqué qu'une société qui serait en cooldown de 2000, qui aurait activé son cooldown en 2023, donc un double échec en 2023, mais qui aurait eu sa short validée en 2023, aurait le droit de candidater en 2024. Mais une société qui aurait candidaté, qui sera en cooldown, mais sa short remonterait avant 2023, elle ne serait pas candidate. Donc, éligible. Donc, il y a un truc, moi, que je ne comprends pas trop actuellement sur le cooldown. On a posé la question hier. J'ai pas eu ma réponse à l'oral par le IC. Donc, elle est censée dans la liste des questions dont ils doivent nous envoyer une réponse aujourd'hui, hier après-midi ou aujourd'hui. On n'a toujours pas la liste de réponses. Donc, j'ai malheureusement pas la réponse à donner à cette question-là. Et je sais pas si Jérôme, toi, tu as eu une compréhension sur la FAQ. Non, je ne m'étendrai pas parce qu'elle peut être source d'interprétation. Donc, une réponse écrite par la commission, ça sera très intéressant. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est simplement d'envoyer un mail à l'adresse générique PCN-IC et nous poser la question. Et dès qu'on a la réponse comme ça nous permet de vous informer le plus rapidement possible. Quels sont les taux de sélection aux différentes étapes? Alors, c'est une bonne question.
et ce qu'on va donner comme réponse, c'est une vision 2023 qui potentiellement pourrait très fortement évoluer avec les nouvelles modalités 2024. Grosso modo, il y avait 70% des projets, en tout cas français, qui passaient à l'étape 1. Voire Donc, il y même avait, plus de voire même 70%, plus, je mais pense. voire même un peu plus. Et après, sur la foule, on était, alors ça dépend des cut-offs, mais en règle générale, moyenne européenne, c'est plutôt à peu près 15% de Ouais. mémoire des dossiers sur Ouais, la moyenne foule. française, on doit être à 30, je pense, à peu près à cette C'est ça. étape-là. Et moyenne européenne, on doit être à 15 sur la foule. Et sur la partie interview, alors là, c'est très hétérogène d'un cut-off à un autre. On a pu voir du 25%, comme on a pu voir du 40% en termes de taux de succès, en tout cas sur le volet français. En revanche, ce qui est quasiment certain, c'est qu'en relevant le seuil de passage de la short de 2 go sur 4 à 3 go sur 4, de fait, ça va écrémer à la short, et donc on peut imaginer que mécaniquement, comme ça écréme à la short, le taux de succès pourrait augmenter à la full. Bon, ça c'est des hypothèses, on le verra. En revanche, ce qui était affiché, à savoir un taux de succès à 15% sur l'ensemble du processus, normalement, ne devrait pas trop évoluer sur 2024. On serait plutôt sur un ajustement et des vases communicants de taux de succès de période à période, d'étape à étape. Et juste un petit truc, c'est pour toutes les entreprises qui peuvent se tâter à se lancer dans l'aventure ou quoi. Si vous avez de la bande passante jusqu'au 31 décembre, peut-être tenter une candidature short avant le 31, parce qu'une candidature short avant le 31 donc, est évaluée avec l'ancienne grille d'évaluation, donc 2 sur 4 et pas 3 sur 4. Si vous vous prenez en no-go, vu qu'ils remettent les compteurs à zéro le premier, même si vous le prenez après, vu que c'était les règles d'avant, je pense que ils vont effacer. Donc, je pense que ça n'aura pas d'impact pour la suite. En tout cas, moi, de ma compréhension, je ne sais pas toi, Jérôme, sur la remise à zéro, pour moi, c'est toute candidature de 2023 ne sera pas. Oui. Et ce qui est certain, c'est que quand vous déposez en 2023, vous êtes sur les règles du jeu 2023, pas les règles du jeu 2024. Quel ratio fonds propres sur subvention? Eh bien, ce ratio n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de fonds propres. La règle au niveau national, n'importe quelle aide, hein, régional ou national d'ailleurs, en général, c'est la règle des 1 pour 1. Je dois avoir 1 euro de fonds propres pour ouvrir droit à 1 euro de subvention. Là, cette règle n'existe pas. Et dans les faits, des sociétés qui auraient 2,5 millions d'euros de fonds propres, ça ne court pas forcément les rues, en tout cas ce niveau de maturité techno. Donc non, il n'y a pas de règle de fonds propres. Par contre, il peut y avoir une appréciation, mais on l'a vu sur certains projets, même avec des fonds propres négatifs, ce qui est souvent le cas dans le domaine de la biotech, par exemple. Il n'y a eu aucun problème sur la partie financement subvention. Doit-on être accompagné par un consultant spécialisé ou faisable soi-même? Alors, on a sur les 82 lauréats, on a l'essentiel qui ont été accompagnés. Après, on a des cas d'entreprises qui ont tout fait tout seuls. Après, c'est un exercice, enfin, vous allez y passer du temps. Il y a quand même des subtilités à saisir. Nous, on est là pour vous aider au mieux, mais on peut pas forcément, enfin, rentrer dans un niveau de détail ultra poussé sur votre dossier. Donc, si vous estimez avoir les reins solides et vous êtes habitué à l'exercice de lever enfin, de faire de la demande de subvention et que vous avez déjà fait un business plan complet, etc. Mais bon, il y a les petites subtilités de l'EIC à saisir. Donc, il y a une aide de BPI, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quand même un accompagnement est recommandé, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Oui, effectivement, alors on voit des lauréats qui ont fait en solo, qui ont réussi. La majorité, c'est non accompagné, mais accompagné, il peut y avoir aussi des gens accompagnés qui ne passent pas, donc ça ne résout pas tous les sujets. Et puis ça dépend, pour revenir à ce que disait Gorka avec peut-être un vocabulaire un peu différent, ça dépend de la matière première que vous avez déjà. Vous avez déjà fait une levée de fonds, vous avez déjà un business plan, vous avez mis à jour, donc vous avez peut-être un rodage qui est un peu différent, même si l'exercice est un peu différent. Déjà, c'est en anglais, c'est dans un template qui est spécifique, dans lequel on peut faire du storytelling, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé. Néanmoins, il faut aussi un temps de maturation, de réflexion,
Est-ce que le template du short proposal en 2024 est déjà disponible? La réponse est non, ça ne devrait pas tarder, ou peut-être qu'au moment où on est en train de vous parler, ils sont en train de le poster sur le portail. Mais là aussi, nous, on informera, à côté notamment LinkedIn, très rapidement. Gorka. Ouais, je suis de retour. Parfait. Donc, je réponds à la question, est-ce que le template du short proposal en 2024 est déjà disponible? La réponse est peut-être que c'est en train d'être posté au moment où on est en train de vous parler. Théoriquement, ça doit être fait aujourd'hui. Ce qu'on pourra peut-être faire, c'est vous envoyer un mail à tous les participants avec le replay et le lien vers la présentation. Et si en plus on a les nouveaux templates, on vous fournira ça dans la journée. Sinon, il faudra veiller peut-être notre LinkedIn ou tout simplement. Si j'ai bien compris, le financement est à hauteur de 70%. Comment faisons-nous pour les 30%? Comme ce sont des sommes substantielles, 30%, c'est encore beaucoup. Alors oui, bien entendu, c'est beaucoup. C'est là où une premier élément de réponse, ça peut être les levées de fonds précédentes que vous avez pu faire, ou tout simplement la levée de fonds que vous avez l'intention de faire avec l'IAIC, qui pourrait venir couvrir, puisque l'equity peut très bien servir à cofinancer ce qui n'est pas financé par la subvention. Après, juste sur les 30% l'equity, il faut se dire aussi qu'il y a quand même un délai pour l'obtenir. Donc, il faudra montrer à l'EIC qu'il y a au moins sur les 12 premiers mois, vous êtes en capacité, enfin, vous êtes confiant dans votre capacité de pouvoir autofinancer les 30% restants et ensuite, l'EIC pourra couvrir. Parce qu'avant, initialement, ce qui était prévu, c'était vraiment que l'EIC, enfin, l'investissement couvre les 30% restants. Ils ont découplé ça en cours d'année. Et ils ont bien insisté sur le côté, voilà, on sait que les levées de fonds interviennent souvent beaucoup plus tard après le lancement du projet, donc il faut rassurer sur la capacité de couvrir soi-même une partie des coûts, la première partie du projet, on va dire. Pourquoi ça semble hyper compliqué et hyper sélectif? Hyper sélectif, oui, mais j'ai envie de dire pas plus que vous allez voir un fonds d'investissement aujourd'hui. Pour en discuter avec pas mal de dirigeants et de candidats, le taux de sélection est à peu près le même, donc il n'y a pas de grands changements. Et oui, c'est hyper sélectif. Ça, c'est un premier point. Hyper compliqué, pas plus que le dispositif. Après, il peut y avoir des ajustements. On est sur un processus qui est un peu long. Ça, hyper compliqué, non. Que ça soit à la limite un peu long, oui. Hyper compliqué, dans l'absolu, non. Les choses sont un peu plus carrées que ce qu'elles ont pu être dans le passé. Donc, d'où aussi l'idée parfois d'avoir besoin d'être accompagné. Sur l'hypersélection, ça, pour le coup, ça ne changera pas. Sur un dispositif aussi séduisant d'un point de vue financement à l'échelle européenne, il sera de facto hyper sélectif, à moins qu'il multiplie par 20 le budget demain, ce qui est peu probable. La remise des compteurs à zéro implique-t-elle la perte du Seal of Excellence? À ma connaissance, non. Le Seal of Excellence, vous l'avez, il est acquis. D'ailleurs, vous pouvez très bien avoir le Seal of Excellence à l'issue d'une première candidature et à nouveau candidater et être lauréat. Donc, vous avez pu être Seal of Excellence à l'issue d'une candidature et demain être lauréat de l'IC Accelerator. Donc, il n'y a pas de lien. Faut-il d'abord contacter BPI France avant de signer un contrat avec un cabinet d'accompagnement pour pouvoir bénéficier du dispositif plugin et celui du Diag Europe? Alors, là, vous parlez, il y a deux choses à la fois. Il y a plugin et Diag Europe. Sur Diag Europe, le mieux, c'est quand même d'interagir avec BPI au préalable, même si vous avez déjà des discussions très avancées avec votre cabinet d'accompagnement. Ça, c'est un premier point. Sur le plugin, je vais le faire en version courte. C'est pour une typologie d'entreprise qui est déterminée par BPI France tous les ans, qui est liée à l'obtention de certains types de financement et à une logique de promotion, en tout cas de certaines cohortes parmi ces types de financement, et ça permet le plugin de squeezer, c'est-à-dire de bypasser, de ne pas avoir à candidater sur l'étape 1 et vous candidatez directement sur la full proposal. Si vous pensez dans la veine plugin, vous pouvez très bien contacter BPI France par notre intermédiaire ou pas pour savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, nous, PCN EIC Accelerator, nous n'intervenons pas dans la sélection plugin, pas plus que sur le Diag Europe. Bonjour, y a-t-il des dépenses non éligibles? La réponse est non sur le papier. Là où il peut y avoir beaucoup de vigilance, en revanche,
C'est sur la partie investissement. Normalement, on est plutôt sur la prise en compte de l'amortissement que sur l'achat de la machine, à moins que la machine en tant que telle soit considérée comme un prototype et quasiment inconsommable. Voilà. Donc on est plutôt, là c'est là où il peut y avoir le point de vigilance. Après, les autres types de dépenses, la sous-traitance, ça en fait partie, les temps hommes, etc. là aussi. Oui. Après, c'est juste vigilance sur le type de financement que vous demandez. Si vous demandez du blended, il y a de la subvention et de l'investissement. Donc, en théorie, ça couvre toutes les dépenses ou presque. Par contre, vous demandez du grant only, bah, votre scale-up, c'est pas le IC qui va le payer, quoi. Ou vos études commerciales ou quoi, ça va pas rentrer. C'est pas des dépenses de R&D qui peuvent être couvertes par la subvention. Donc, ça dépend en fait du type de financement aussi que vous allez demander à l'EIC. Merci. Alors, et comment... non, ça là, je la prends pas parce qu'en plus la personne est partie. Alors, le nouveau système de lump sum nous permet-il de switcher entre ressources internes et prestations externes pour réaliser les travaux? Ça n'a pas de lien. La nature des dépenses n'a pas de lien avec lump sum. Vous pouvez avoir du lump sum, c'est-à-dire cette somme forfaitaire qui est basée sur de l'intervention en interne et de l'intervention externalisée. Ça n'a pas d'incidence. Si j'ai bien compris la question. Est-ce que le fait d'être lauréat d'un concours type ILAB est un plus? Oui. Oui, oui, ne serait-ce que parce que c'est un signe de reconnaissance, tout comme le fait d'avoir fait une première levée de fonds, c'est de donner confiance dans le projet que vous êtes en train de présenter et de son historique. Donc oui, ça peut être qu'un plus. Un moins, non, ça c'est sûr. Un plus, oui. La date de prise en compte des coûts éligibles est-elle la date de dépôt? Non, c'est la date de signature du contrat de subvention. Tout à fait. Ah, on a eu un commentaire, j'ai rarement assisté à une présentation aussi claire et précise. Donc merci, on prend le compliment. Taux de succès, ça a déjà été évoqué. Donc après, il y a des questions bien entendu qui se chevauchent. Donc, est-ce que l'enveloppe IIC Accelerator a-t-elle été réduite avec cette mise à jour du process? Alors, elle a été réduite et c'est pour ça que le process a été mis à jour, on pourrait dire. Donc en fait, l'enveloppe budgétaire de l'EIC au global était en partie alimentée par une ligne budgétaire de l'Europe qui s'appelait le Next Generation EU, qui s'est achevée cette année. Donc, cette ligne budgétaire étant achevée, l'enveloppe globale pour l'EIC est réduite, donc l'enveloppe in fine pour l'EIC accélérateur. Et c'est en partie ça qui a motivé le fait d'avoir les 3 go sur la short, c'est pour durcir la sélection, donc mieux cibler les boîtes qui seront, enfin, éviter qu'il y ait trop de candidatures et en fait maintenir en quelque sorte le taux de succès. Et ensuite sur les cut-offs, s'il n'y a que 2 cut-offs cette année, c'est parce qu'il y a moins de budget à distribuer. Donc plutôt qu'avoir 4 cut-offs et sélectionner, on va dire 20 boîtes à chaque fois, ils ont préféré faire 2 cut-offs avec 40-50 sociétés qui seront sélectionnées à chaque fois. Pouvez-vous nous éclairer sur l'impact de l'IIC sur la règle des minima? Alors je pense que c'est plutôt règle des minimis, je suppose. Règle des minimis, je connais. Règle des minima, je connais pas. Donc je réponds sur la règle des minimis. Sauf erreur de ma part, ça ne fait pas partie des aides qui sont sous le régime des règles des minimis. C'est Horizon Europe, c'est l'Europe. Donc la question ne pose pas sur la règle des minimis. Donc pas d'incidence pour vous. Par contre, si c'est règle des minima que je connais pas, n'hésitez pas à préciser ou revenir à nous avec plus d'éléments. Pouvez-vous nous donner une idée de la charge de travail en termes de reporting pour les lauréats? Pas d'éléments trop de mon côté. Je n'ai pas forcément d'informations particulières à Alors, donner. le retour qu'on peut avoir, c'est qu'en règle générale, ça semble plutôt bien se passer. Alors, faut pas oublier que le dispositif EIC Accelerator version Horizon Europe est un dispositif jeune, hein, il a commencé en 2021, donc les premiers rapports ont dû être remis l'année dernière, donc on commence à avoir des retours côté lauréat 2021. C'est très variable des project officers de ce qu'on a compris, de ce qu'on a pu voir. Il y a des choses qui se découvrent comme les templates qui semblent se découvrir un peu au fil de l'eau, en tout cas pour cette promotion-là. Donc oui, il y a un travail de reporting. Ce qui est
probablement certain, c'est que ce travail de reporting sera encore plus important avec l'intégration des lump sum, puisque lump sum, c'est finalement un financement. On ne regarde pas ce que vous avez dépensé, on regarde plus précisément ce que vous avez fait, et donc la justification des activités. Donc c'est pas un audit financier en tant que tel, c'est plutôt un audit d'activité. Donc on peut imaginer qu'il y ait un durcissement, je ne sais pas, mais que la qualité des livrables et des reporting devrait être encore plus importante qu'hier. Sur principe, ça doit être ça. A-t-on une idée de ce qui se passera en 2025 en termes de montant et de nombre de cut-off? Eh bien, non. On aimerait bien avoir une visibilité même jusqu'à 2027, mais ce n'est pas le cas. Les programmes de travail de l'année N-1 se discutent au cours de l'année, et pour preuve, le programme de travail 2024 a été publié hier, non pas hier, un peu plus tôt, pardon. Donc on voit bien que ça prend du temps et qu'on peut être informé de certaines discussions, pas de tout, mais il faut être vigilant entre ce qu'on peut annoncer en milieu d'année et ce qui va réellement être publié dans le programme de travail. Comme le son a été interrompu, je repose ma question. Faut-il d'abord contacter BPI France avant de signer un contrat avec un cabinet d'accompagnement pour pouvoir bénéficier du dispositif plugin et celui d'Iagorop? Alors, signature du contrat, je ne veux pas dire de bêtises. Avoir un devis, je pense que c'est bien. Y aller avec un contrat déjà signé, je ne sais pas quoi en penser. Là, le mieux, c'est de contacter BPI France au Je préalable. crois que ça peut, enfin, parce qu'en fait, il faut se dire, c'est une aide, ça a vocation à être incitatif. Et donc, si vous arrivez, le contrat, il est déjà signé, l'incitativité de l'aide, là, on se pose la question. Donc, il vaut mieux, voilà, le devis, ça passe. Avant de signer quoi que ce soit, contactez-les et vérifiez ce point avec eux pour pas vous Et retrouver je coincé. ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le devis ne doit pas être signé d'ailleurs, justement pour rebondir sur cette notion de caractère incitatif. Donc, prenez contact avec BPI France le plus tôt possible. Est-ce que l'IIC Fund demande une place au bord des sociétés financées? Ils sont présents au board, oui. Après, ils sont plus en soutien de l'équipe dirigeante de l'entreprise, sauf là les cas, enfin, sauf les cas technologie stratégique pour l'Europe, ils seront plus, enfin, le reste du temps, ils sont présents, mais sans être ultra actifs et contraignants. Par contre, sur les sociétés stratégiques, ils peuvent être un peu plus proactifs, on va dire. Je sais pas si toi, tu as des éléments, Jérôme. Non, rien de plus. Y a-t-il un délai maximum entre le dépôt entre la short et la full proposal? Alors, pour les entreprises qui ont candidaté, par exemple en 2023 en short, leur short est valable jusqu'au dernier cut-off de 2024, donc jusqu'au 3 octobre 2024. Pour les sociétés qui déposeraient cette année, qui déposeraient à compter du 3 janvier 2024, leur short sera valable pour tous les cut-offs de 2024 et 2025. Donc, si on extrapole les dates, en gros jusqu'à octobre 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un montant maximum pour la sous-traitance? Non, pas de montant max. Après, on avait eu des discussions. Je crois que en santé, on peut avoir énormément de sous-traitance. Après, on a eu des dossiers où il y a eu un reproche du niveau de sous-traitance. Voilà, c'est un peu, ça dépend des thématiques, des secteurs d'activité, mais il n'y a pas de montant max. Ça peut interpeller, par contre, une société vous êtes censé être au cœur du projet, être détenteur du savoir-faire, etc. Donc, voilà, ça peut interpeller s'il y a des niveaux de sous-traitance très importants, mais ça dépend des secteurs. Et puis il y a une règle en vigueur, j'ai pas su revoir dans le programme de travail, peut-être que c'est un défaut de lecture de ma part, mais en tout cas qui a toujours été en vigueur jusqu'à présent, c'est cette notion de best value for money. C'est de démontrer que c'est pas le premier sous-traitant venu que vous avez sélectionné, c'est bien best value for money, et d'être capable de justifier pourquoi a priori c'est ce prestataire-là que vous avez retenu et quelle est la logique derrière. Sait-on quand le template pour la full proposal sera disponible pour candidater au 13 mars? Alors, il y a la version actuelle, nous, elle est disponible, on l'a mis sur la boîte à outils. Normalement, elle n'est accessible aux candidats que lorsqu'ils ont passé la short proposal avec succès. Il
il va y avoir certainement des petites modifications avec le lump sum, etc. Donc, il devait publier l'appel aujourd'hui pour le 13 mars. Donc, normalement, s'il publie l'appel, il publie l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour monter un dossier. Donc, normalement, aujourd'hui est censé y avoir le nouveau template. Bon, on attend de voir la notification passer de ça. Donc, bon, pour l'instant, vous pouvez déjà vous appuyer sur ce qu'on a mis en ligne. Ça ne devrait pas changer grandement. L'IAC Accelerator peut-il soutenir une techno duale, c'est-à-dire civile et défense? Oui, après, il y a des questions. J'ai en tête des projets qui ont été. Kelabs, c'est un lauréat français qui fait de la c'est un système de communication. Ils ont le fonds, je ne sais plus comment il s'appelle, le Invest Fund, ou je ne sais plus, le fonds français d'investissement dans la défense. Donc, c'est une technologie duale et ils ont été lauréats. Mais en fait, tout dépend du dual. Si ça peut avoir des fins. Il y a comment ça s'appelle là, le do not harm principle, où il y a une clause comme ça à les regarder. C'est ceux-là qui peuvent poser problème, mais voilà. Je sais pas toi, Jérôme, si tu as des cas particuliers là-dessus. Non, pas particulièrement. Oui, alors effectivement, il y a une différence entre la défense sécurité et de l'armement en tant que tel déjà. Donc, il faut voir où est-ce que vous positionnez. Et puis après, ça dépend de l'histoire que vous racontez. De toute manière, vous ne pouvez pas mettre sous le tapis cette logique duale. Parce que lorsque vous allez faire, admettons, vous arrivez à l'étape 4, c'est-à-dire la partie plutôt due diligence avec le fonds d'investissement, il va regarder de près l'ensemble des activités. Donc en fait, l'histoire que vous allez raconter aussi bien dans la short et encore plus dans la foule doit embarquer cette logique duale. Par contre, il faut demander, quand vous demandez l'IAC Accelerator sur la partie subvention, est-ce que c'est plutôt de la maturation côté civil ou défense, mais dans l'absolu, rien n'interdit. Eh bien, je crois que nous avons purgé l'ensemble des questions. Merci, merci à vous. Peut-être un petit mot de conclusion. On va tenter de remettre les webcams pour ce mot de conclusion. Si ça marche, peut-être que ça a coupé le son, mais merci. Ouais, ça a l'air de marcher cette fois-ci. Gorka, ton mot de conclusion. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande. On va vous transmettre la présentation, différents liens rapidement. On vous tient informé des changements à venir sur les templates, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur LinkedIn pour avoir les informations, à faire des tours sur notre site internet. Tous les templates et tout seront mis sur la boîte à outils. Et puis, si ça vous a motivé pour candidater, n'hésitez pas à nous le signaler aussi. Comme ça, nous, ça va mieux suivre les candidats français dans les tuyaux. Merci beaucoup, Gorka. Et pour rebondir sur ce que disait Gorka, comme ça nous permettra d'aller plus vite pour vous solliciter, ou en tout cas vous proposer des pitchs blancs, donc de 0 blanc si vous êtes retenu pour les interviews, ce qu'on espère bien entendu en grand nombre. Vous recevrez dans la journée donc lien vers le replay et lien vers le support de présentation. Peut-être qu'on vous enverra un lien également vers les templates si jamais ils ont été produits cet après-midi et mis en ligne par la Commission européenne. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et à prendre contact avec nous informer des différentes vies de votre projet. Voilà. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.